Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler du Kundalini Yoga. C'est une pratique qui peut paraître un peu spéciale au premier abord, que l'on trouve parfois mystérieuse. C'est une pratique qui intrigue et qui soulève aussi pas mal de questions. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments pour te permettre de peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit, pour te permettre aussi de savoir un petit peu à quoi t'attendre et aussi du coup te permettre de sentir est-ce que c'est une pratique qui t'appelle en ce moment ou pas. Et là-dessus, évidemment, je vais t'inviter à suivre ton intuition parce que c'est ça l'essentiel. Alors, tout d'abord, c'est quoi le but primordial du Kundalini? Eh bien, c'est simplement de réveiller la Kundalini. La Kundalini, c'est quoi? C'est cette réserve d'énergie vitale qu'on a à la base de la colonne vertébrale et qu'on va faire remonter tout le long de la colonne vertébrale, le long de ce qu'on appelle les nadis, qui sont des canaux énergétiques, de manière à réveiller en fait tous les chakras et notamment le troisième œil et le chakra coronal. Donc le troisième œil pour ouvrir toutes nos capacités extrasensorielles, l'intuition, la clairvoyance, etc. Et puis le chakra coronal qui nous permet de connecter à l'univers, au cosmos, à ce champ d'énergie qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et en fait, c'est une manière de fusionner de nouveau avec le tout. Donc c'est ça, donc j'ai expliqué évidemment de manière très simplifiée, hein, ça va très loin dans le détail, mais voilà juste pour cette petite introduction, c'est ça le but primordial. Et en fait, c'est la même chose pour tous les autres styles de yoga en fait. Donc là, le but, il est commun à tous les styles de yoga. Ça va toujours être finalement de fusionner avec le tout. Donc c'est cette union corps, âme, esprit, comme on dit parfois, vraiment, où on a tous nos sens qui sont éveillés, on atteint notre plein potentiel et on atteint l'éveil. Et donc du coup, qu'est-ce qui va faire la particularité du Kundalini Yoga par rapport à un autre style de yoga? C'est simplement la façon dont on va combiner différents éléments pour obtenir une pratique qui va du coup être extrêmement ciblée, précise, puissante et efficace pour nous permettre d'élever notre vibration, de canaliser notre mental, de renforcer notre système nerveux pour pouvoir faire face aux challenges de la vie moderne, vraiment tout ce qu'on traverse en fait actuellement. C'est une pratique qui est pragmatique. Elle va très loin dans les connaissances, dans la philosophie, dans pas mal de choses en fait, mais elle est à la fois aussi très pragmatique et elle nous offre des outils qui sont, encore une fois, qui sont rapides et efficaces et qui sont très adaptés aux challenges que nous vivons particulièrement maintenant. Quand je dis maintenant, c'est cette grande transition que nous vivons à l'échelle de l'humanité et qui a été décrite en fait dans les textes de yoga, mais pas seulement en fait. Il y a plein de civilisations anciennes en fait qui ont annoncé finalement les temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Et donc dans le Kundalini en fait, on en parle de manière très naturelle en fait. On parle de ce passage entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Donc on est en train de rentrer dans cette ère du Verseau. Et ça a créé toute une transition, pas mal de chamboulements. Tout ce qu'on voit en fait autour de nous en ce moment. Je vais pas rentrer dans le détail sur ce changement d'air parce que encore une fois on peut aller très loin et j'en parle beaucoup dans mes programmes Magical You et Magical Woman. Mais ce qu'il faut savoir c'est que encore une fois ce sont des outils qui ont été volontairement ouverts au grand public justement pour nous préparer à vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant. Moi j'ai été formée donc au Kundalini Yoga selon les enseignements de Yogi Bhajan. Yogi Bhajan, c'est un maître donc qui fait partie de ce qu'on appelle la Golden Chain, la chaîne en or. Donc ce sont tous ces maîtres qui ont transmis les connaissances de génération en génération au fil du temps. Et en fait, jusqu'à maintenant, ces enseignements étaient gardés quand même assez secrets, c'est-à-dire qu'ils étaient en quelque sorte protégés. Et Yogi Bhajan est arrivé à Los Angeles en 1969 et il a eu l'intuition profonde qu'il fallait qu'il partage ses enseignements
publiquement, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ouvre ses enseignements à tout le monde pour nous permettre de nous préparer à ce changement d'air qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc c'est pour ça que c'est une pratique qui peut être très très intéressante en ce moment, parce qu'encore une fois, les exercices sont parfois très courts, mais tellement efficaces, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de changer d'état d'esprit, ils nous permettent de changer de vibration en parfois juste 3 minutes. Et c'est ce dont on a besoin maintenant, parce que les choses vont tellement vite, on a l'impression d'être dans une machine à laver. En ce moment, on est challengé par plein de choses. Ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a tous beaucoup de challenges en ce moment. On questionne notre style de vie, nos fondamentaux, nos conditionnements, etc. Et c'est normal parce que encore une fois, c'est vraiment ça que nous sommes en train de vivre. On est en train de vivre un changement de paradigme complet. Et donc voilà, pour vivre au mieux, en fait, cette période de grand bouleversement, de chamboulement, on a besoin d'outils efficaces pour nous permettre de tenir et de trouver notre voie, en fait, dans ce chaos apparent. Donc voilà, c'est pour ça que ces pratiques elles sont tranchantes, elles sont précises, elles sont puissantes, parce que c'est ce dont on a besoin vraiment en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme élément dans la pratique concrètement? On va retrouver des exercices de pranayama. Donc le pranayama, c'est très important dans le Kundalini. Évidemment, ça l'est aussi dans les autres pratiques, mais encore une fois, on l'utilise pas de la même façon. Le pranayama, donc ce sont tous ces exercices de respiration, et tu vois qu'en Kundalini, on fait souvent des respirations différentes, par le nez, par la bouche, en bouchant une narine ou pas, en mettant la bouche en haut, ou bref, il y a énormément d'exercices de pranayama différents. C'est toute une science en soi. Rien que le pranayama, c'est vraiment une science en soi. Et encore une fois, ça va très très loin aussi. Donc le pranayama, c'est très présent dans le Kundalini. Évidemment, on va retrouver les mantras. Donc les mantras, ce sont ces phrases que l'on répète, ces chants aussi que l'on chante, avec des significations bien précises et surtout des vibrations particulières. Donc le mantra, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil de l'esprit. Le fait de répéter en fait les mots, donc non seulement les mots portent une certaine vibration, donc ça va nous permettre de connecter à la vibration en question, et en plus la répétition va nous permettre d'écarter les pensées parasites. Donc on écarte les pensées parasites et on connecte à la vibration du mantra. Donc évidemment c'est très important dans le Kundalini, il n'y a qu'à voir en fait le fait qu'on commence chaque pratique par le mantra d'ouverture et on finit chaque pratique par le mantra de fermeture Satnam. Le mantra d'ouverture c'est Ong Namo Gurudev Namo. Donc ça c'est une façon de connecter à notre sagesse intérieure et de connecter également à tous les maîtres en fait qui ont transmis ces enseignements de génération en génération. Donc en réalité on connecte à la chaîne en or, voilà, toute la chaîne de maîtres qui ont partagé ces enseignements, et c'est une manière de les appeler en fait et d'appeler leur aide tout simplement. Donc il y a aussi une idée de protection quand on fait ce mantra d'ouverture. C'est comme si on appelait toute notre équipe, tous ces grands maîtres en fait, on les appelle avec nous et ils viennent nous porter en fait dans notre pratique. Donc c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir la pratique avec le mantra d'ouverture. Donc le son est très important, les vibrations sont très importantes, et il y a aussi le fait d'ailleurs que traditionnellement on finit la pratique par une relaxation au gong. Donc pranayama, mantra, évidemment il va y avoir des postures. Simplement les postures, on va moins porter l'accent sur l'aspect anatomie de la posture. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention au corps, parce que
En fait, on va travailler concrètement sur des choses assez précises. On s'intéresse au système nerveux, au système endocrinien, au système immunitaire, au système digestif, au système respiratoire, etc. Évidemment que le corps, le fonctionnement intérieur du corps est important en Kundalini Yoga, mais simplement on va probablement pas te donner des indications en termes de quel muscle à engager, etc. Parce que c'est pas tellement ça le focus dans la pratique. Du coup, c'est pour ça que j'invite fortement à quand même bien connaître son corps avant de s'engager dans la pratique du Kundalini, puisque avec les postures viennent aussi des mouvements souvent répétitifs, et la répétition joue vraiment un grand rôle dans l'efficacité de la pratique au final, parce qu'elle va nous permettre de dépasser plein de barrières mentales en fait. Surtout que souvent quand on est pris dans l'exercice du Kundalini avec des mouvements répétitifs, avec la puissance des mantras, avec l'énergie qu'il y a autour, en fait, des fois on se rend pas compte, on est à fond dans le mouvement et voilà, c'est pour ça qu'il faut bien savoir quel muscle engager quand même, avoir une certaine conscience de son corps, voilà, pour être sûr de pas faire de faux mouvements, en fait c'est ça. Et puis, dernier élément majeur, c'est la méditation. Donc, tu vois que là, j'ai parlé du pranayama et des exercices de respiration, des mantras, et puis de manière plus large de toute la science du son, des postures et aussi les mouvements répétitifs, et on a parlé de méditation. Et tous ces éléments-là, tu les retrouves aussi dans les autres pratiques. Mais simplement en Kundalini, ce qui va être très particulier, c'est que parfois, tout ça s'est combiné dans le même exercice. Et en plus de ça, il y a un facteur temps, c'est-à-dire qu'il y a aussi la durée de l'exercice qui va faire que potentiellement ça peut nous emmener très très loin, ça peut nous emmener dans des états de conscience modifiés. Et c'est là où on peut avoir tout un tas d'expériences mystiques, d'expériences inhabituelles, je dirais. Pour te donner un exemple, si on combine un petit peu tout ça, tu peux avoir un mouvement qui est par exemple celui-là, donc un mouvement répétitif au niveau des bras. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu peux avoir un mantra que tu vas répéter dans ta tête pour cet exercice. Donc, il y a le mouvement des bras, il y a le mantra, en plus de tout ça, on va combiner avec un exercice de respiration. Donc, quel qu'il soit, ça peut être juste ça. Donc là, tu as déjà 3 éléments, plus donc ça va constituer une méditation et potentiellement on peut faire ça pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc en fait, tu vois que, encore une fois, c'est la combinaison de tous ces éléments qui va créer quelque chose de très puissant. Et en général, ce qui fait qu'on va passer d'une pratique débutante à une pratique plus avancée, ça va être le temps qu'on va tenir justement cet exercice. En général, pour les débutants, on fait des exercices de 3 minutes où, encore une fois, parfois on combine la posture, l'exercice de pranayama, le mantra, etc. Et il y a aussi d'autres subtilités, mais j'ai pas le temps d'en parler maintenant. Et donc 3 minutes, c'est un temps, on va dire, débutant. Mais il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc imagine-toi faire 1 heure le même mouvement répétitif, en répétant le même mantra et en faisant un exercice de pranayama qui est hyper puissant. Tu peux t'imaginer en fait jusqu'où tu peux aller. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, je vais parler un petit peu des sensations physiques que tu peux ressentir ou des choses que tu peux vivre pendant ces exercices. Tu peux perdre complètement la notion du temps. Donc ça, ça montre que tu entres dans un état de conscience modifié. Parce que de toute façon, pour pouvoir répéter un mouvement comme ça, répétitif pendant un certain temps, il y a un moment donné où ton mental doit lâcher prise.
Et c'est ça la puissance de cette pratique, c'est que, encore une fois, potentiellement tu vas passer par tout un tas de choses dans ta tête jusqu'à lâcher prise, et c'est là où les portes vont s'ouvrir. Au début, tu es là, bon, ok, ça c'est bon, je gère le mouvement, tout va bien, on est bien. Et puis à un moment donné, tu vas commencer à dire, attends, là je commence à avoir mal au bras, et puis après tu vas commencer à questionner, tu vas te dire, attends, pourquoi je fais ça, j'ai mal au bras, c'est quoi ce mouvement ridicule, je suis en train de perdre mon temps, qu'est-ce que je fais, pourquoi on fait ça, tu vois, c'est quoi le sens, etc. Et donc là, tu as toutes les barrières mentales qui ressurgissent jusqu'au moment où simplement tu lâches. Tu lâches prise, tu ouvres, t'arrêtes de focaliser sur les zones qui te font mal. Et encore une fois, c'est là où les portes s'ouvrent et c'est là où la magie opère. Il se peut que tu perdes la notion du temps. Alors ça, c'est quand on tient les exercices quand même assez longtemps. Hein. Ça n'arrive pas forcément quand on fait ça 3 minutes, mais quand on tient plus longtemps, c'est assez courant. Il se peut évidemment qu'il y ait beaucoup d'émotions qui ressortent et c'est le but. Hein. Le but, c'est de faire ressortir ce qu'il y a à faire ressortir. Le but, c'est d'être face à soi-même, justement face à toutes ces résistances mentales, peut-être aussi résistances physiques. Hein. Le but, c'est de faire circuler l'énergie, donc forcément, ça va secouer en termes d'émotions. Et donc, si ça arrive, vraiment, laisse faire. Accueille ce qui vient. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de rire, tu ris. Moi, j'ai tout vu hein, dans les cours de Kundalini. Pendant ma formation, j'ai vu de tout, c'est normal. Parce que, en fait, encore une fois, c'est comme si tu t'ouvrais, tu faisais péter un bouclier, et tout d'un coup, tout ce qui avait été enfoui à l'intérieur, ça ressort. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit que, évidemment, parfois c'est puissant parce que, voilà, s'il se passe pas mal de choses dans ta vie, si tu as des challenges en ce moment, ou si tu as eu des challenges peut-être dans ton enfance que tu n'as peut-être pas pu encore gérer, tu vois, émotionnellement, il se peut que ces choses-là ressortent. Donc, il peut y avoir beaucoup d'émotions et ça, il faut te laisser traverser. Donc, voilà, si tu pleures, tu pleures. Il peut y avoir des sensations physiques, alors de toutes sortes, donc des sensations de chaud, de froid, des picotements, des fourmillements, des sensations aussi d'avoir la tête qui tourne. Donc, si c'est le cas, évidemment, hein, tu peux aussi ralentir à tout moment. Tu te fais confiance, tu fais confiance à ton intuition. Mais il faut savoir que ça arrive surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ces exercices de respiration et qui sont intenses. Donc voilà, ça, il faut savoir que ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre ? Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des mémoires, tu peux avoir toutes sortes de sensations comme ça. Certaines personnes se rappellent de certaines choses, il y a des connaissances qui reviennent, encore une fois des souvenirs qui reviennent, et puis il y a aussi des portes qui s'ouvrent tout simplement. Au fur et à mesure que tu avances dans ta pratique, tu vas voir que tu développes de plus en plus ta sensibilité, tu vas développer ta sensibilité au monde du subtil aussi. Et voilà, donc tout ça, ça peut arriver et c'est bien, ça fait partie de la pratique. Et donc du coup, la fameuse question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est dangereux ? Et évidemment, je vais pas pouvoir te répondre ni oui ni non en fait, hein, parce que c'est bien plus complexe que ça et chacun va vivre sa pratique de manière très différente. Parce qu'évidemment, ça va dépendre de ce que tu traverses actuellement, de ton engagement sur ton chemin spirituel et ton engagement par rapport à ta pratique. Ça va dépendre de ce que tu portes avec toi en termes de blessures du passé, en termes de blessures peut-être intergénérationnelles. Ça va dépendre du chemin de ton âme, ça va dépendre de plein de choses. Simplement, ce que je peux te dire déjà, c'est que évidemment, les pratiques que je partage sur YouTube sont des pratiques débutantes où les durées des exercices sont des durées courtes. En général, c'est 3 minutes, parfois moins, parfois un peu plus si c'est un exercice plus doux, mais ça reste le temps minimum en fait qu'on puisse faire l'exercice. Donc ça, c'est voilà pour te rassurer déjà.
Ce que je peux te dire aussi, c'est que je me permets finalement de partager ça parce que je pense que nous sommes déjà dans une situation qui nous challenge à plein de niveaux, qui déclenche plein de choses en fait en nous parce qu'on est face à nos peurs, encore une fois on est face à nos conditionnements, etc. avec tout ce qu'on vit en ce moment, la crise mondiale. Et donc en fait on a besoin de quelque chose de puissant pour nous réveiller en fait, parce que ce changement on doit le faire quoi, ce changement de paradigme, ce changement d'air, on doit l'effectuer à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est une pratique, encore une fois, efficace pour nous permettre de nous réveiller, en fait, tout simplement, nous réveiller à nous-mêmes, reconnecter à notre intuition, reconnecter à notre cœur, redécouvrir notre potentiel, en fait, aussi. Maintenant que tu sais un petit peu tout ce à quoi tu peux t'attendre dans cette pratique, l'idée, en fait, c'est de l'aborder avec admiration. Il faut se rendre compte que c'est quand même assez incroyable les états que l'on peut atteindre uniquement avec de la respiration, du mouvement. C'est quand même assez fascinant. Donc au lieu d'avoir peur en fait de l'inconnu, au lieu d'avoir peur de notre propre potentiel, l'idée c'est plutôt d'aborder cette pratique avec admiration, avec fascination pour notre potentiel, parce que c'est assez incroyable quand on commence à découvrir tout ça. Donc, accepte ce qui vient, accepte les émotions, accepte les sensations particulières, aie confiance en ton corps, aie confiance aussi en ton intuition. Si tu te sens appelé par cette pratique, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, il y a ton cœur, ton âme peut-être te met sur ce chemin. Donc si c'est le cas, fais confiance et sur ton tapis, tu t'accueilles ce qui vient. Si tu as besoin de ralentir, tu ralentis. Si tu as besoin de t'allonger parce que peut-être tu as la tête qui tourne, tu t'allonges. Voilà, mais tout ça avec confiance, confiance en ton corps, confiance dans le fait aussi qu'il y a une énergie qui te dépasse, qui te guide à ça. Donc, évidemment, si tu le sens pas, tu le fais pas, tout simplement. C'est pas forcément une pratique qui va convenir à tout le monde et c'est pas grave du tout, en fait. Peu importe, chacun va trouver son truc. Mais si ton intuition te guide à ça, si tu sens que ça peut être quelque chose qui peut t'aider, et dans ce cas-là, fais confiance. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance au fait que quand tu fais le mantra d'ouverture en début de pratique, tu appelles de l'aide, en fait. Tu appelles cette énergie, l'énergie des grands maîtres spirituels et l'énergie de ta propre âme, en fait, qui va te guider dans l'aventure qui va suivre, dans la pratique qui va suivre. Donc, voilà, fais confiance à ça. Et puis, je vais terminer avec 2 quotes, en fait, pour finir de répondre finalement à cette question. La première, c'est ce que Yogi Bhajan, finalement, disait quand on lui demandait est-ce que c'est dangereux, justement. Et lui, il répondait comme ça. Il répondait en disant que, en fait, quand une personne commence à pratiquer le Kundalini, elle va redécouvrir le pouvoir de son âme. Elle va redécouvrir son propre pouvoir, son propre potentiel. Et donc, du coup, ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est qu'une personne qui a reconnecté à ça ne pourra plus jamais être manipulée par quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est en ça que cette pratique peut faire peur. Et pourquoi il disait ça? Justement parce que, en fait, on était dans l'ère du poisson, on est en train de passer dans l'ère du Verseau, et dans l'ère du poisson, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris le pouvoir sur d'autres personnes. On était dans une hiérarchie, on était dans de la compétition, on était dans la quête de pouvoir, la quête de performance au détriment des ressources, etc. Pourquoi aujourd'hui il y a plein de connaissances ancestrales qui s'ouvrent au grand public dans cette période particulière? C'est justement pour que chaque être humain retrouve son pouvoir intérieur, retrouve son indépendance, son autonomie,
sa capacité de penser, sa capacité de voir aussi, de voir plus loin, de voir au-delà du visible, donc de connecter au subtil. Et ça, en fait, eh ben, ça fait que on change complètement d'air. Hein. C'est ce passage à l'ère du Verseau. On va voir que du coup, dans cette ère du Verseau, on n'est plus dans cette hiérarchie en fait. Chaque être humain retrouve son propre pouvoir, donc on est dans de la collaboration plutôt que de la compétition. Donc ça change complètement de paradigme. Et bah, du coup, ça peut faire peur peut-être à certaines personnes qui vont perdre le pouvoir. Donc voilà, j'aime beaucoup la façon dont Yogi Bhajan répondait à cette question. Je trouve qu'elle va très loin en fait, cette réponse. Et puis je vais finir avec une citation de Marianne Williamson qui aussi je la trouve intéressante pour finir cette discussion. Elle nous dit que notre plus grande peur finalement, ce n'est pas d'être inadéquate, c'est d'être puissant plus que ce qu'on peut imaginer. C'est notre lumière et non pas notre ombre qui nous effraie le plus finalement. Donc voilà, j'espère que du coup ça te donne un peu plus d'informations sur cette pratique. Évidemment, encore une fois, je t'invite à faire confiance à ton intuition, tout simplement. Les pratiques sur ma chaîne YouTube sont débutantes. Si tu veux aller plus loin, j'ai 2 packs de pratiques qui sont exclusivement des pratiques Kundalini. Le pack Kundalini Magical You qui est en fait basé sur les chakras, donc les 7 chakras principaux plus le 8e. Et donc il y a une pratique pour chaque chakra, plus une pratique d'harmonisation générale. Et puis il y a aussi le pack Thrive qui est inspiré des challenges de l'année 2020 justement, où là il y a 7 pratiques. Donc c'est des pratiques d'1 heure chacune, des pratiques complètes et qui sont sur un thème différent à chaque fois. Donc là, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin déjà que sur les pratiques de YouTube. Tu vas retrouver aussi une pratique d'1 heure dans mon programme Magical Woman. Et ça, c'est une pratique spécialement pour le système hormonal, pour régulariser le système hormonal. Voilà pour ce que je voulais partager rapidement avec toi sur cette pratique. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis si cette vidéo t'a plu, eh ben, tu peux liker, tu peux partager, en parler autour de toi. Tu sais que ton soutien est précieux, c'est ce qui m'aide et m'encourage à continuer. Et puis bien sûr, abonne-toi à ma chaîne. En plus, en ce moment, tu sais que je me suis engagée à partager une nouvelle vidéo par semaine, donc ça je suis trop contente. Donc on se retrouve très vite. Ciao ciao!